Alors Céline Granchet, vous travaillez avec Martine Jaubert à Bordeaux et vous allez nous parler notamment d'un problème que je trouve passionnant parce que il est connu dans nos milieux, mais je pense encore très peu répandu. C'est l'idée que l'apprentissage de l'écrire dans une discipline participe à la construction des savoirs disciplinaires et à leur mise en texte, et que c'est pas uniquement l'image de l'outil français qu'on utilise de façon accessoire dans toutes les disciplines, mais que réellement il y a un enjeu d'expression des savoirs disciplinaires au travers de l'écriture dans toutes les disciplines. C'est cela. Bon, ben merci. Alors, la présentation que je m'apprête à faire, je ne sais pas si vous m'entendez bien, comme ça, s'intitule « Peut-on travailler l'écriture dans les différentes disciplines scolaires ?» Elle était initialement portée par Martine Jaubert, comme l'a dit Olivier Rey, qui est professeure en sciences du langage et didacticienne du français à l'Université de Bordeaux, mais qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et c'est moi qui, en tant que chercheur dans le même laboratoire, et ayant réalisé ma thèse sur le rôle du langage dont les écrits en sciences, qui vais vous présenter en quoi faire écrire les élèves dans les différentes disciplines scolaires et surtout leur faire retravailler leurs textes va favoriser la construction conjointe de savoirs disciplinaires et de compétences scripturales. Et donc, l'éclairage que je m'apprête à vous proposer est un éclairage didactique. Pour cela, j'adopterai un plan en 3 parties. Dans un premier temps, je montrerai à partir d'exemples pris en sciences et en histoire que les élèves ont des usages du langage très différents. Or, la maîtrise de l'écrit est profondément différenciatrice de la réussite des élèves. Et je vais essayer de vous montrer la nécessité d'enseigner les différentes pratiques d'écriture dans les différentes disciplines pour outiller les élèves. C'est ce qui fera l'objet de la deuxième partie, où j'illustrerai le travail langagier qui peut s'opérer dans les écrits successifs et qui accompagne la construction des savoirs disciplinaires. Et enfin, en guise de conclusion à mon propos, j'apporterai des éléments de réponse à la question qui sert de titre à cette contribution. Alors, pour démarrer, nous, en tant qu'adultes, nous avons des usages, nous sommes assez acculturés aux usages de l'écrit. On pourrait penser que certains de ces usages vont d'eux-mêmes et que les élèves vont pouvoir les décoder tout seuls. Mais à travers les exemples que je vais vous montrer, on va voir dans une même situation, les élèves vont produire des textes bien différents. Alors, prenons pour commencer un exemple en sciences. Nous sommes dans une classe de CM2 où l'enseignante va demander, avant l'enseignement, sur un module sur les échanges sanguins entre la mère et le fœtus, ce que les élèves savent et les questions qu'ils se posent. Et ici, on a leurs textes qui ont été retranscrits. Alors, pour Delphine, à gauche, on voit qu'elle produit un texte relativement long, qui est une sorte de liste de tout ce qu'elle sait. Elle va accumuler plein de choses, plein d'informations, sans réelle connexion entre elles, et ça renvoie à une conception, à sa propre conception du savoir, comme une accumulation de connaissances. Mais ce n'est pas encore un écrit qu'on pourrait qualifier de scientifique. Si on regarde Thibaut, qui est au milieu, on voit que lui produit un texte beaucoup plus court. Il va lister des informations qu'il organise et qu'il va même jusqu'à confronter en identifiant un problème, puisqu'il écrit que le bébé ne respire pas et se pose la question comment il respire. Et en fait, cet apparent paradoxe est pertinent dans le monde des sciences à l'école, puisque c'est le savoir disciplinaire qui va nous permettre d'expliquer ça. Enfin, le troisième élève, Romain, il est davantage dans un écrit, on va dire, un oral transcrit, puisqu'il répond à la consigne comme dans la vie de tous les jours. Comment ça va pour le bébé ? Ça va bien, en gros. Sans se positionner, en fait, dans une activité scientifique. Ainsi, à travers les exemples de ces 3 élèves, ce que je voudrais montrer, c'est que on voit des représentations différentes de l'activité scientifique et des usages très hétérogènes du langage. Autre exemple, dans une autre discipline scolaire, en histoire, nous sommes toujours en CM2, et là, il est demandé aux élèves de rédiger un texte documentaire sur le système médical pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont à leur disposition eux-mêmes un document, une fiche documentaire, dont ils peuvent extraire les informations qui apparaissent en bleu sur leurs écrits. Mais il se trouve que par ailleurs, dans la classe, en classe de français, ces élèves ont lu un roman historique, dont un des personnages était nommé Casimir et était un soldat du front. Et des éléments extraits de ce roman historique vont se retrouver dans leurs écrits. À ce moment-là, ils apparaissent en violet, si le code couleur est respecté.
Et on voit que dans cette situation, eh bien, c'est une question de position énonciative qui se joue. Pour Kevin et Jordan, ils parviennent à se positionner dans un écrit de type documentaire, ce qui est demandé, alors que pour les autres élèves, eh bien, ils vont produire des écrits hétérogènes qui vont mêler documentaire et fiction. Ils n'arrivent pas nécessairement à faire le tri, à hiérarchiser, à mettre en cohérence des éléments en fait qui sont d'origine diverse. Et ce qu'on voit à travers l'exemple en sciences et en histoire, c'est que les productions des élèves peuvent signaler un problème d'ancrage dans les disciplines, parce que justement les élèves sont éloignés des usages de ces disciplines, c'est loin de leur monde quotidien. Et quoi de plus normal puisque les disciplines mobilisent diversement le langage. Et c'est ce qui m'amène à vous expliquer la conception du langage sur laquelle je m'appuie dans le cadre des travaux que nous menons dans le laboratoire. Ici, le langage, et dont l'écrit, permet de construire une représentation du monde. Et du coup, les écrits de savoir vont être des constructions sociales caractéristiques de chaque discipline. Ainsi, produire un texte dans une discipline va supposer un travail d'interprétation de la part de celui qui l'écrit, tout comme de la part de celui qui le lit, afin de s'inscrire dans l'univers social que constitue la discipline. Et donc, il y a nécessité d'un véritable apprentissage pour que les élèves puissent s'inscrire dans la discipline considérée avec ses propres usages. Ce travail va impliquer en même temps, donc c'est pour ça que j'ai essayé de représenter ça par 3 sphères imbriquées. Donc ça implique en même temps le sens de l'activité disciplinaire, comment elle fonctionne, dans quel but. Il y a des usages scripturaux qui sont caractéristiques des disciplines. Ça implique aussi le savoir et les manières langagières de le dire, puisque le langage est intimement lié au savoir. Et puis ça implique aussi la construction du sujet social et cognitif, c'est-à-dire ses modes de penser, d'écrire, d'agir. Et ça va renvoyer à la question de la position énonciative à adopter dans chaque discipline. On ne va pas parler ni écrire, pareil en histoire, en sciences, en français. Et donc bien souvent, la perception qu'a un élève de l'activité disciplinaire et de ses finalités est peu construite. On en a parlé ce matin, c'est une des ruptures qu'a souligné Yves Reuter. Et on comprend que dans cette absence de clarté cognitive pour l'élève, il ait du mal à se positionner dans la discipline considérée, d'où le besoin en fait de lui aménager des espaces, et ces espaces sont les écrits de travail ou écrits intermédiaires qui vont pouvoir faire l'objet de lecture, de reformulation et qui vont être propices à la transformation des manières d'agir, de penser, d'écrire nécessaires pour s'inscrire dans les différentes disciplines scolaires. Et cela va participer à une acculturation des élèves à des usages scripturaux spécifiques aux disciplines, puisqu'en fait les élèves ne sont pas nécessairement, et notamment ceux qui sont les plus éloignés de l'école, ne sont pas familiers de ces usages de l'écrit. Alors pour illustrer ce travail qui peut s'opérer dans, par et à travers les écrits, je vais prendre des exemples en sciences, mon domaine de prédilection, en vous montrant en fait ce qui s'est passé quand les élèves dans la classe avaient listé un certain nombre d'hypothèses, toujours sur les échanges placentaires, et on cherche avec l'enseignante, il cherche avec l'enseignante à mettre un titre à cette liste d'hypothèses. Et ce qui est retranscrit sur la diapositive, ce sont les essais successifs, les propositions successives pour aboutir à un titre. Alors le premier, on voit les échanges 200. La simple préposition de ne précise pas finalement qu'est-ce qui vraiment s'échange. Et puis, il y a une petite transformation, le de devient un dans, donc déjà c'est un petit peu mieux, mais ça suppose peut-être un mélange de sang. Et puis progressivement, on passe de dans le sang, on précise de la mère au bébé, donc ce qui donne un sens, mais peut-être implique qu'il n'y a qu'un seul sens. Quand arrive le mot entre la mère et le bébé, là ça suppose une réciprocité de ces échanges. Et puis on voit que bébé va être transformé en embryon ou fœtus. Donc là, il y a un vocabulaire plus précis, spécialisé qui est utilisé. L'avant-dernier titre, on voit qu'il y a aussi un retour en arrière, alors qu'on avait gagné avec le mot entre la mère et l'embryon. Eh bien là, on repasse à des échanges de sang. Donc finalement, ce n'est pas si stable que ça. Et la dernière proposition qui sera celle retenue, hypothèse sur les échanges entre la mère et le fœtus, entre parenthèses, ou embryon. On voit qu'il y a la disparition de l'article « les » devant hypothèse, ainsi que l'usage des parenthèses, qui sont des usages propres de l'écrit. Et donc toute cette série de petites transformations illustre qu'il ne se dit pas la même chose au fur et à mesure de ces reformulations, et qu'il y a bien une affaire de maîtrise de la langue,
qui se joue dans la classe de sciences et qui se construit aussi dans cette classe. Alors, autre exemple, cette fois-ci qui n'est pas au sein de toute la classe, mais pour une élève, on est toujours sur les échanges placentaires. C'est une élève Juliette qui va produire plusieurs écrits tout au long de la séquence d'enseignement. Et la comparaison de ces textes successifs va faire apparaître des améliorations dans le savoir et aussi dans la cohérence de son écrit. Ainsi, on observe dans le texte 4 l'arrivée d'un titre, ainsi qu'une technique de reformulation très importante qui apparaît en gras, qui globalise ce qui a été dit. Elle écrit « On appelle ça des échanges ». On voit aussi que les choix lexicaux que fait l'élève dans le texte 4 se précisent, puisque de bébé dans le texte 2, on passe à fœtus, fœtus ou embryon. Donc ça peut aussi montrer qu'elle s'est approprié ce qui a été travaillé au sein de la classe. Il y a un accroissement des informations dans son texte 4 qui est bien plus long, avec des précisions qui apparaissent en violet, et la construction au final d'une explication scientifique qui se concrétise à travers des connecteurs logiques qui apparaissent en rouge, mais aussi alors. Mais c'est l'ensemble de ces transformations qui signalent en fait un travail à la fois conceptuel et langagier. Dans la dernière production que vous voyez, Juliette constitue un réseau d'informations pertinent pour penser et écrire le concept d'échange. Alors, pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à ces deux exemples, le rôle de ces écrits intermédiaires, en fait, il est à plusieurs niveaux. J'ai essayé d'illustrer une co-construction entre les écrits et le savoir. En effet, les concepts et les formulations deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure des réécritures. Il se joue aussi, au fur et à mesure de ces écrits intermédiaires et de ces écrits de travail, les discours deviennent de plus en plus cohérents. Si par exemple, si on revenait sur les écrits en histoire, où on voyait que se juxtaposaient des éléments de documentaire et des éléments de fiction, on pourrait les retravailler avec les élèves pour arriver à orchestrer justement ces discours d'origine diverses, pour que les élèves puissent les mettre à distance, les réorganiser, les mettre en relation. Et ce faisant, cela participe à la construction d'une position énonciative de plus en plus ajustée à la discipline. Et ça participe aussi à la construction d'objets de discours propres à chaque discipline, puisqu'on ne va pas parler de l'escargot en sciences comme d'un escargot dans une histoire en français où ce serait un personnage d'histoire. Donc à présent, si je devais donner, alors pas une réponse définitive, mais répondre tout simplement à cette question, peut-on travailler l'écriture dans les différentes disciplines ? Je dirais que oui, et je dirais même que c'est nécessaire, puisqu'en effet, savoir écrire, c'est savoir produire tous les types de textes, et cela dans toutes les disciplines. Or, les pratiques d'écriture sont tributaires de l'épistémologie des disciplines, et ne peuvent être réservées au seul horaire de l'enseignement du français. Cela suppose donc un apprentissage pour les élèves à travers ces écrits de travail, puisque ce sont des espaces à l'intérieur desquels les élèves vont pouvoir s'y essayer, vont pouvoir travailler, valider, stabiliser des usages. Ça implique aussi un travail sur le long terme, donc une inscription dans le temps pour faire écho à l'intervenant précédent, pour permettre ces multiples réécritures, ça ne se fait pas en une fois. Et puis ça implique aussi un étayage fort de l'adulte, au moins un accompagnement de l'adulte et de l'enseignant, donc une formation des enseignants aux usages langagiers, dont les usages scripturaux, pour que justement on puisse acculturer les élèves à ces différentes pratiques. Écrire s'apprend en effet dans toutes les disciplines, et il me semble que l'écrit de travail, compte tenu de ses potentialités, est un enjeu fort pour la réussite de tous les élèves dans les différentes disciplines scolaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair, et en plus vous avez parfaitement respecté le cadre temporel. Là, on s'incline. Le jury, à vous la parole. Ou est-ce que vous êtes encore en réflexion de l'émotion? Moi, j'ai déjà des questions. Alors, j'ai une question qui dit, mais ça me semble décalé par rapport à ce que vous avez dit, mais je vous la pose quand même. La place de la production pour soi est-elle possible à l'école en envisageant peut-être davantage les savoirs? J'ai l'impression qu'il y a une contradiction dans cette phrase, mais peut-être que je l'ai mal comprise.
C'est-à-dire quelqu'un qui dit est-ce qu'on peut en même temps inciter à produire pour soi et en même temps, j'imagine l'inférence qu'il y a là-dedans de dire en même temps il faut plus d'écrits de travail liés aux disciplines, aux savoirs disciplinaires. Ouais. Est-ce que vous voyez une contradiction là-dedans ou pas? Je vois pas nécessairement de contradiction, mais par contre, alors production pour soi et c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait construire, est-ce que l'élève pourrait quand même construire des compétences scripturales à travers des productions qui seraient mais du coup décontextualisées de toute discipline scolaire? C'est bizarre. Ouais, je ne sais pas. Si c'est juste un, je sais pas. Si c'est un écrit expressif peut-être ou créatif. Je sais pas. Mais bon. Je vais vous le livrer tel quel. Vous êtes prêts? Oui, mais ce qui se passe, c'est que nous avions préparé des questions à partir du texte de Martine originel et que du coup, voilà, ces questions sont plus adaptées tout à fait à ce qui nous a été présenté. Non, mais c'est très bien. Et j'aimerais vous remercier, notamment pour cette présentation dans laquelle, pour une fois, la problématique du texte n'est pas surdéterminée par la problématique de l'orthographe. Parce que jusqu'ici, dans toutes les questions d'évaluation, c'est les questions de l'orthographe qui étaient finalement le critère majeur d'appréciation de la qualité d'un texte. Et justement, ce qui se pose ici comme question, vous avez évoqué la position énonciative, vous avez évoqué les types, moi je dirais plutôt les genres de textes qui sont adaptés à certaines situations. Et est-ce que vous avez quelques idées, parce que ça nous paraît très important, des critères d'évaluation de la position énonciative ou encore de l'adaptation d'un texte à sa situation? C'est une première question. Puis une deuxième, vous avez réutilisé ce terme d'écrit intermédiaire ou écrit de travail. L'écrit intermédiaire, qu'est-ce que c'est véritablement? C'est intermédiaire entre quoi et quoi? C'est une question qui se pose à nous aujourd'hui. J'ai aussi une question sur le même thème, donc la pose, qui est dans les écrits de travail, l'élève utilise-t-il systématiquement son propre texte précédent, entre guillemets précédent? Ça, c'est une question un peu méthodologique aussi sur ce que vous avez montré. Alors je dirais que je commencerai par votre deuxième question sur les écrits intermédiaires. Je commencerai par dire en fait qu'il y a deux grands types d'écrits. Moi, je me suis surtout focalisée sur les écrits de travail, les écrits intermédiaires qui sont des outils pour penser. Il y a aussi les écrits terminaux de savoir. Il n'est pas nécessaire qu'un écrit de travail aboutisse finalement à un écrit de savoir terminal. Tous les écrits de travail ne sont pas voués à ça, on va dire. Les écrits intermédiaires, je dirais que c'est un état, à un moment donné, des séances de travail. Et on peut, alors pour rebondir sur cette question, est-ce que l'élève est obligé de reprendre son écrit ou est-ce qu'il peut retravailler un autre écrit? Pas nécessairement son propre écrit, puisqu'on peut faire très bien des écrits de groupe et pouvoir après les retravailler au sein de la classe, sans nécessairement que ce soit sa production personnelle. Donc je dirais que l'écrit intermédiaire, c'est un état, enfin c'est comme une photographie en fait, à un moment donné, et puis il va y avoir un deuxième état. L'intérêt des écrits intermédiaires, c'est justement de pouvoir s'en servir, les reprendre, repartir de ça justement, réécrire pour retravailler. L'appréciation d'intermédiaire, c'est sa position dans le dispositif didactique. Dans la séquence d'enseignement. Oui. Et concernant les critères pour évaluer, alors ce serait pour apprécier, on va dire, une position énonciative adaptée dans chaque discipline. Alors c'est extrêmement compliqué. Je dirais qu'on peut avoir des indicateurs qui nous permettent de savoir si un élève se positionne dans une activité scientifique. Alors je parle de l'activité scientifique puisque c'est dans les travaux que j'ai réalisés, c'est ça que j'ai étudié notamment, sur qu'est-ce qui peut nous indiquer qu'un élève est en train de parler de notre objet de savoir scientifique. Eh bien, il peut y avoir le lexique qu'il utilise, mais il peut aussi y avoir les questions qu'il va poser, comme notre élève Thibaut, si je rebondissais sur ce qu'il fait, on voit déjà qu'il est en train de se positionner dans une activité scientifique puisqu'il identifie un problème et il se dit qu'il va falloir mettre en place peut-être des expérimentations, des observations ou une recherche documentaire pour répondre à ce problème. Donc je dirais que c'est un faisceau d'indicateurs plutôt qu'une évaluation très critériée. Et puis ça va dépendre de chaque discipline en plus.
Dernière question sur ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous entendez par les usages langagiers, la formation d'usage langagier, précisément? Alors, usage langagier, Il y avait c'est... d'ailleurs une autre question de quelqu'un qui me disait, mais quid des élèves justement qui ont des difficultés Oui. langagières? Alors, usage langagier, c'est très très vague. Pour moi, langage, c'est à la fois oral et écrit. Donc, souvent dans les diapositives, j'ai précisé dont l'écrit ou scripturaux. Mais c'est vraiment quelque chose de très englobant. Les usages langagiers, c'est les manières de dire, de penser, d'écrire. Et souvent, ce qui se passe avec les élèves qui peuvent être en difficulté ou justement qui sont dont le milieu est peu favorisé, c'est que ils ont des usages langagiers. Enfin, ils ont pas forcément une grande palette d'usages langagiers. C'est un petit, ça peut parfois être un peu toujours sur le même mode. Notre Romain là qui nous répond bien, pour lui en fait, il parle comme dans la vie de tous les jours. L'école c'est comme dans la vie de tous les jours et en fait il y a des codes particuliers à l'école, il y a des façons de fonctionner particulières. Alors sans en faire des choses stigmatisantes et peu sécurisantes, hein, pour rebondir sur ce qu'on a dit ce matin, il s'agit pas de mettre les élèves dans un carcan très rigide, mais de leur faire comprendre qu'on ne peut pas parler de la même façon en classe que forcément dans la vie de tous les jours. Très bien. De toute façon, je précise pour ceux qui sont intéressés qu'on va revenir là tout de suite sur toutes ces questions de brouillon, écrit intermédiaire, etc. par les deux autres intervenants. Donc la discussion va se poursuivre. Et s'il n'y a pas d'autres questions qui émergent, je crois qu'on va de nouveau remercier notre présentatrice et passer au suivant.